Et oui, nous y sommes déjà. Monsieur Stéphane Toha et Narcisse Hessou sont bien installés sur ce plateau. Au menu de ce débat à faire croiser, nous en parlions quelques secondes avant d'enclencher ce débat. Nous allons tenter de comprendre le phénomène des sans-papiers. Et je disais que les deux expressions, journée mondiale sans-papiers, qui n'a rien à voir aux sans-papiers, qui n'a rien à voir avec les sans-papiers, les Africains et autres personnes et les personnages d'autres nationalités qui vivent en Afrique et ailleurs aussi, parce il faut le préciser, hein, il y a pas, les sans-papiers n'existent pas seulement en Europe, en Amérique, non. Il y a aussi des sans-papiers au Bénin. Il y a des sans-papiers dans d'autres pays sur le continent africain. Alors, comment devient-on, ça c'est le menu, hein, comment devient-on sans-papiers dans un État? Et qu'est-ce qui conduit, par exemple, les Africains à tomber sous le charme, à subir le mirage, à penser que le paradis, c'est l'Europe, pour ne pas citer peut-être le pays phare qui attire, vers lequel affluent par milliers les Africains, la France. Pourquoi pense-t-on que l'Eldorado, c'est la France? Pourquoi pense-t-on que le paradis, c'est ailleurs? C'est ce qui retient, c'est la série de questions qui retiendra bien évidemment notre attention sur ce débat. Je précise que cela a été inspiré quelque peu de la journée mondiale, mais la journée mondiale qui n'est pas consacrée aux sans-papiers, mais la journée mondiale qui pose la problématique du vivre sans papier dans les bureaux, dans les officines, dans les entreprises et autres. Mais nous autres, nous avons pris tout autre sens, et vous l'auriez bien compris. Bonjour, Narcisse Hessou. Bonjour, Loris. Bonjour, téléspectateurs. Qui devient de plus en plus difficile à avoir, vous l'auriez constaté aussi. Stéphane Toha, bonjour. Bonjour Loris, bonjour aux amis téléspectatrices, téléspectateurs de Eden TV et aux auditeurs, aux auditrices de Diaspora. Et oui, vous faites bien la précision de revenir sur la précision. Et j'ajoute que vous, par contre, il est de plus en plus facile de vous avoir. Donc, c'est tout le contraire de votre vis-à-vis. Alors, comment comprendre le phénomène des sans-papiers en Afrique et ailleurs? Narcisse Hessou, comment devient-on sans-papier? Même si vous ne l'avez jamais été. Je vous pose la question. En tout cas... Enfin, qui sait si peut-être pendant quelques mois, vous n'avez pas vécu en tant que sans-papier, peut-être quelque part à Lomé ou... Non, je ne crois pas encore. Ah oui, bon, il faut le dire. Bon, non. Étant donné que ce sont des pays, les pays que vous citez ne sont pas des pays qui limitent le séjour, là, je ne serai pas sans papier. Donc, je suis en transit, je suis en voyage ou... C'est l'espace CEDEAO. Oui, c'est l'espace CEDEAO encore. Oui. On peut comprendre ça comme ça. Mais en général, c'est que l'homme est toujours à la quête du bien-être. L'homme veut toujours des conditions meilleures par rapport à celles dans laquelle il serait avant. Donc, c'est ce qui conduit souvent la plupart des citoyens du monde à rentrer dans cette migration clandestine, dans cette migration pas officielle. Et s'il faut bien analyser la chose, c'est que les pays... Bon, il faut nuancer que les sans-papiers ne sont pas les réfugiés. Les réfugiés sont plutôt ceux qui, pour des difficultés de guerre ou des situations ou autres situations précises, peuvent se retrouver sans papier dans d'autres pays, mais ils sont sous la couverture de leur État et de l'État qui les accueille. Voilà, merci bien. Mais par contre, l'autre qu'on appellerait le sans-papier, c'est cet individu-là qui connaît très bien les règles pour entrer dans tel pays, qui connaît que dans tel pays, quand vous y entrez, le nombre de séjours que vous devez y passer doit être connu. À la fin, vous devez encore vous retirer de leur pays, ainsi de suite. C'est celui-là qui, connaissant toutes ces règles, arrive à chercher les voies et moyens. Qui s'offre d'autres frontières. Pour échapper au contrôle et pour se retrouver parmi les citoyens d'un État et se faufiler jusqu'au jour où on met la main sur lui et pour que son statut de sans-papier soit connu. Maintenant, c'est vrai qu'on est en train de parler de journée sans papier, pardon. Oui.
Et on a pu, par ricochet, aller vers les sans-papiers. Mais il faut reconnaître que... c'est juste un jeu de mots. Oui, un jeu de mots. Et ils ont leur journée, et les sans-papiers ont leur journée également, en ce sens qu'ils sont protégés de plus en plus maintenant par des organisations, des ONG, des personnes, des associations qui pensent que ces personnes aussi ont une autre forme de difficulté. Ce n'est pas seulement les réfugiés qui, compte tenu de leur situation, se retrouveraient dans d'autres pays. Qui méritent couverture, qui méritent assistance. Exactement. Des associations de plus en plus aujourd'hui lèvent la voix, le ton, pour dire que des sans-papiers aussi sont des personnes à protéger. Ce ne sont pas des personnes à renvoyer des pays. On va y revenir. On va bien sûr y revenir. Stéphane Toha, oui, vous n'êtes pas sans-papier. Mais comment, selon vous, qu'est-ce qui motive ce phénomène, selon vous, ce comportement? Bon, disons, Narcisse, je partage âprement ce que Narcisse a développé et je vais aller en complément seulement. Disons que on se retrouve sans papier, déjà à partir de son propre pays, là, lorsqu'on ne fait pas les formalités pour avoir ces papiers. Et quand on parle de papiers, c'est généralement des papiers d'identification. Des papiers d'identification. Que ce soit, ça part déjà des actes de naissance, et après la carte d'identité, le passeport, tout instrument d'identification qui permet de dire telle personne est située à telle dénomination, est située à tel endroit, vit dans telle localité, et puis, etc. Il s'est fait que nous, pays africains, nous avons des règles communautaires de liberté de circulation. Donc, on peut aller dans des pays de la sous-région sans grande formalité. Oubliant que dans ces pays autres, il y a des règles de vivre dans ce pays. Et si nous ne respectons pas déjà ces règles de pouvoir vivre dans ces pays, c'est que nous nous retrouvons sans papier, c'est-à-dire sans identification. Ou bien nous falsifions sans le savoir par des personnes interposées qui jouent le rôle de connaisseurs, qui vont aller faire des faux papiers, qui remettent aux gens, et c'est à l'extérieur qu'on retrouve que ces papiers-là ne sont pas en règle. Du coup, malgré eux, ils se retrouvent sans papier dans ces états-là. Et nos frères qui, pour des besoins de mieux vivre, courent vers l'Europe, généralement, ce sont des gens qui n'ont pas le visa d'entrer dans ces états-là et qui, par ambition, se retrouvent dans ces états sans identification. Et puis bon, disons en gros, se retrouver dans ces conditions-là, sans papier, c'est déjà pas notre propre chef, puisque personne ne nous a obligés à aller dans ces états pour rechercher peut-être le mieux-être qui pourtant se trouve dans nos propres pays. Donc, c'est comme ça on peut poser la problématique des sans-papiers. Oui, Narcisse Ressou, pour moi, il me semble qu'il y a différentes catégories de sans-papiers. Il y a ceux qui ont été trahis ou trompés par des aînés qui ont réussi dans ces pays. Ces aînés qui leur racontent les merveilles du pays, eh bien, vous l'avez bien dit, que tout le monde aspire au mieux-être, au bien-être. Alors, eh bien, c'est tombant sous ce charme, eh bien, on les met en contact, par exemple, avec des groupes je dirais, en griffe, de mafieux qu'on appelle des passeurs, eh bien, qui les arnaquent correctement sur plusieurs millions parfois. Et ça, je ne vous apprends rien. Et c'est alors, de l'autre côté, peut-être, enfin, si tout se passe bien sur la Méditerranée, qu'ils découvrent le contraire. Ça, c'est la catégorie. C'est pas pour les disculper, c'est pas que je le dis, c'est pas pour les excuser en quelque sorte, mais il y a aussi cette catégorie. Maintenant, il y a les autres qui le savent, qui pertinemment, oui, quand même, d'un jour à l'autre, prennent aussi le chemin. Et le risque de braver l'avenir. Oui, mon cher ami Stéphane, pardon, tout à l'heure a chuté par
le bien-être qui pourtant existe chez eux. Mais là, je vais prendre le contre-pied de ce qu'il dit là pour dire que, oui, parfois, je vous y attendais. On caresse ce discours-là. Parfois, on a tendance à dire, ben quand même, le bonheur n'est pas ailleurs, le bonheur, c'est chez soi. C'est vrai. Quand vous êtes, par exemple, en circulation, vous dites, si dans 30 minutes, je peux être à la maison, je serai plus à l'aise. Même si vous êtes chez un ami ou chez une autre famille, un membre d'une autre famille. On se sent mieux que chez soi. On se sent mieux. Dans ce concept, d'accord. Mais quand on quitte ce contexte, il faut dire que vraiment... Le bonheur quitte le pays. Le bonheur n'est pas vraiment au pays. Et d'ici, des gens se regardent aussi le bonheur ailleurs. Mais je ne voudrais pas me faire mal comprendre quand je dis le bonheur n'est pas au pays. Le bonheur, ce n'est pas une destination. Je ne veux pas rentrer dans ce courant philosophique pour dire, bon, c'est quand on a ceci qu'on a le bonheur. Mais l'homme... Encore que là, c'est relatif. Oui, voilà. Mais l'homme... Ce n'est pour rien, on ne veut plus, inventer aujourd'hui la roue. Les 5 besoins fondamentaux, se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, s'instruire. Quand vous prenez ces 5 besoins fondamentaux, que le monde entier a reconnu essentiellement pour un être humain, pour un homme, il arrive que dans nos pays, ou dans mon pays ici, les gens n'arrivent pas sur les 5 à avoir un seul élément. Et quand c'est comme ça, et parfois, on pense que c'est à cause de l'individu lui-même, parce qu'il est paresseux, ou bien parce qu'il a fait ceci, bien parfois oui, parfois oui. Parfois oui, on pense, parfois mais dans tous les cas, ou bien dans la plupart du temps, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Et là, c'est comment on gère nos États. Quelle est la vision? La paresse y occupe une grande place. Non, attention. La paresse pourrait venir y occuper une grande place si l'État, si les dirigeants, les gouvernants n'ont pas su mettre leurs genoux au travail. Et quand aujourd'hui, vous voyez des gens passer... Je vous donne tout de suite un exemple de paresse, par exemple. Dans la période de préparation de cette émission, par exemple, j'ai eu, avant de vous contacter, à appeler plusieurs jeunes comme vous. Vous savez, qui ont reconnu qu'ils sont libres ce matin. Mais... voilà, la distance Cotonou-Aglo, eh bien, juste ce temps, ils ont de quoi se déplacer, rassurez-vous. Ils ont les moyens pour y mettre le carburant. Mais le temps de venir à Glo, voilà, ça leur paraît déjà une éternité. J'ai comme l'impression que ça veut nous jeter non, là. Pas de fleurs, ça vous dit que la paresse aussi joue un rôle, occupe une place importante dans cette lecture que vous faites. L'environnement. On jette aussi vite le tort sur la gouvernance et autres. Non, je ne vais pas. Vous avez commencé à non, je ne vais pas finir par situer les responsabilités. L'enfer, c'est toujours les autres. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas finir sans situer les responsabilités. Mais aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse que tant que l'environnement dans lequel vous n'êtes pas favorable, même si, mais quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Et il y en a parmi eux qui sont revenus, peut-être après des années, et qui ont appris de là-bas, ils sont partis officiellement, pas en étant sans papier, mais dès qu'ils sont revenus dans leur pays, compte tenu de l'environnement dans lequel ils sont, ils n'ont pas pu émerger. D'autres sont repartis ailleurs encore. Donc, tant qu'on ne travaille pas à permettre des conditions favorables, à donner des conditions d'éclosion du talent. Vous pouvez avoir le talent si vous ne pouvez pas... Toutes ces conditions existent au pays. Vous savez de quoi je parle. Loris sait pertinemment avec moi que ces conditions-là n'existent pas. Aucun État au monde n'a pu trouver à faire en un an à tous ses fils. Non, c'est vrai, ça c'est vrai. On dirait que Loris déjà m'oriente. Non, je vous vois venir. Non, même pas du tout. C'est pour vous dire... Je lis dans vos lignes. Non, pas du tout. Il ne faut pas lire dans mes lignes. Mais enfin, chuter là, je dirais, on parle souvent de ça, on ne pense pas que nos frères béninois sont dedans. Mais ils sont des centaines de Béninois, de jeunes Béninois. J'en connais même. Qui aussi se retrouvent dans ces aventures-là. Et c'est pour dire que, et ces jeunes-là, quand vous les questionnez, quand vous analysez un peu le contexte dans tous ces paramètres, il y a à jeter la pierre à nos gouvernants. Vous disculpez la naïveté, justement. Ça, il faut aussi préciser que d'autres sont bien naïfs et pensent que, à travers les clips et autres que nous suivons à la télé, que la vie n'est belle qu'ailleurs. Non, ce n'est plus ça aujourd'hui. C'est très important. Stéphane Thomas. Non, mais monsieur Ressou, je crois,
avec le développement du mieux-être au pays, bon, sa philosophie, je ne partage pas entièrement. Vous n'êtes pas obligé non plus. Même si nous sommes sur la même longueur d'onde par rapport au développement, ce pan-là, je ne partage pas. Au fait, qu'est-ce qui arrive à nous jeunes, sans virer du thème de sans-papier, hein? Qu'est-ce que nos jeunes veulent? Nos jeunes veulent paraître comme les autres. Nos jeunes veulent, ils ont d'ambition démesurée. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est à ça ils s'accrochent. Lorsque tu t'accroches à ce que tu ne peux jamais accomplir, forcément, tu as peut-être vu qu'ailleurs, dans d'autres pays, tu peux y arriver. Et là, tu te forces à partir. Ça, c'est une violence sur soi-même parce que on voit plus gros et plus grand que ses capacités. Nous avons tout. Nous avons tout. Et les gens se laissent ce qu'ils peuvent développer pour aller s'accrocher à ce que les autres ont déjà développé. Monsieur Rassou parle des 5 besoins. C'est normal. Si les autres ont réussi à être dans le plein emploi, à nourrir complètement leur population, si les autres ont réussi à ce que ceux qui sont mal employés chez eux perçoivent des primes, nous ne pouvons pas le faire puisque nous n'avons pas encore ces capacités. Et c'est petit à petit l'organisation du pays qui va nous permettre d'aller aussi à cette étape-là du développement d'un pays. Mais pour le moment, c'est ensemble qu'on peut construire, c'est en travaillant qu'on peut parvenir à là. Et j'ai comme l'impression que la majorité de la jeunesse ne veut pas faire ce sacrifice-là. Ils préfèrent jouer au ça profite ou bien à la fougère là. Vous faites ce qui est prêt, mais contribuer à ce que ça soit prêt pour tout le monde, personne n'en veut. Je veux revenir sur le truc de sans-papier, puisque c'est intéressant. Il y a certains qui, par des contournements, bon, quand eux seuls maîtrisent les circuits, se retrouvent de l'autre côté. Et le problème de renouvellement de papier finit par se poser. Voilà qui n'ont pas pris par le circuit officiel et leur contournement peut-être n'existe plus. Ils vont étant officiellement avec les papiers reconnus, ils vont devenir des sans-papiers. Et seront pourchassés, puisque c'est fini par être mis à nu que les documents qu'ils ont là, ce sont de faux documents. Il y en a d'autres qui, par coup politique, je vais un peu t'évancer, M. Hessou, par coup politique, ont vu leurs documents de voyage, leurs documents d'identification là, annulés. Oui, mais si on n'a pas la possibilité de vous faire venir, au moins, lorsqu'on vous rend sans papier, vous allez descendre. C'est aussi simple que ça. Donc, en dehors de ceux qui font les autres forcés par contrainte politique, par contrainte de guerre, et qui ont eu une couverture officielle de réfugiés, bon, les autres qui n'ont pas leur papier en règle vis-à-vis de leur pays d'accueil sont simplement des sans-papiers et il va falloir qu'ils reviennent et qu'ils reviennent dans chacun de leur pays pour se mettre en règle. Parce que il s'agit là de l'image de leur pays aussi à l'extérieur. Oui, vous dites bien qu'il va falloir qu'ils reviennent, mais ils ne partagent pas tous cette position. Moi, j'en connais qui continuent de dire, même étant au Bénin, qu'ils préfèrent vivre ailleurs, la misère, que de continuer à galérer au Bénin. C'est l'ego simplement. Non, ce n'est pas que l'ego. Il y a là aussi l'impatience. Il y a là aussi l'ambition empreinte d'impatience. C'est l'ego. Simplement l'ego. Puisque qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas que nous n'avons pas besoin ici? Nous disons
tout le temps que, regardez, on lance un projet touristique, on veut mettre en valeur le site touristique. Et la dernière fois, on en a discuté, l'embacadère de Calavi, c'est âprement sale. C'est de l'emploi. Aller balayer à l'extérieur et venir porter costume ici, et ils préfèrent ça. Mais nous, on va rester ici, arranger le pays pour eux. Allez balayer ailleurs, oui. Je ne sais pas si vous avez souvent échangé, discuté avec des amis, mais ils disent que dans cet ailleurs, personne ne vous reconnaît et qu'ils peuvent se permettre de faire même les petits boulots. Ils peuvent vendre, ils peuvent faire de la plonge. Voyez-vous, puisqu'ils se disent que là-bas, il n'y a pas que l'ego, il y a aussi, la pesanteur sociologique. Non, ici, combien de jeunes comme Narcisse Ressou, combien de jeunes comme Stéphane Toha vont accepter vendre de l'oignon. C'est parce qu'ils ne se sont pas essayés là, qui pensent que vendre de l'oignon là, c'est pas, ça ne nourrit pas son homme. Non, c'est pas que ça ne nourrit pas son homme, mais il y a le poids. Vous savez, moi, quand je fréquentais, moi, je vais donner mon exemple. Moi, partout là, le petit boulot là, au fait, c'est ça qui nourrit. Quand j'étais au collège là, vous savez que moi, j'allais vendre, j'allais prendre le truc là, l'emballage et l'étalage là, et je vais vendre au marché. Ah oui. Jusqu'en terminale, s'il vous plaît. Bon, mais ça ne me dit absolument rien. Je ne l'ai pas fait jusqu'en terminale. Paix à son âme aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'elle est partie, ma chère mère. Mais avec elle, quand elle a été compressée, après de sa fonction, quand elle est rentrée dans le commerce, mais on prenait aussi oignons, fruits, maïs. Mais je l'ai fait en étant écolier. Voilà. Moi, je vendais des liens, même au début du collège. Mais c'est pour dire que le problème n'est fondamentalement pas là. On a tendance à croire. Moi, j'ai connu des jeunes bien employés. J'ai connu un jeune qui était à Mouve, bien payé. Pourtant, on va faire de la pub pour les sociétés. Ah oui, exactement, excusez. Ça, c'est vrai. C'est pour dire oui. Bien payé dans une société de la place. Et pourtant, il a pris la clé des champs. Pourquoi? Il a préféré l'aventure parce que les conditions dans lesquelles il se retrouvait par rapport à ses ambitions, par rapport à ce qu'il veut réaliser. Et ce n'est pas qu'il rêvait plus gros que ses capacités. Si, vous avez bien dit qu'il est bien payé. Si, vous avez dit qu'il est bien payé. Il est bien payé. Mais ça veut dire qu'il avait des ambitions. Mais il ne suffit pas, non pas démesuré, il ne suffit pas d'être bien payé. Quand l'environnement dans lequel vous parlez de l'épanouissement. Voilà, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de paramètres. Et on oublie une chose, nous sommes une jeunesse beaucoup plus sacrifiée, qui mérite beaucoup plus d'argent. Moi, je suis d'accord qu'on dise... Donc, ce sont là les phrases fétiches. Pas du tout, pas du tout. Les phrases fétiches, c'est les jeunes ne veulent rien faire. C'est vrai, il y a des jeunes qui ne veulent rien faire. Les jeunes sont oubliés, les jeunes sont laissés pour compte. Non, pas ce discours ordinaire là. Dites-moi, ils ne sont pas des laissés pour compte. Prenez l'université. Prenez aujourd'hui une salle de terminale qui a 120 élèves. J'ai fait le constat avec un confrère journaliste la dernière fois. Quand il n'y a pas d'infrastructure socio-communautaire, quand il n'y a rien, vous dites que il y a de petits emplois, de ce métier, on reconnaît tout ça. Mais est-ce une raison pour préférer l'aventure à son pays, pour préférer l'aventure c'est plutôt une occasion de faire une lecture. Tous les jeunes ne sont pas aussi inconscients, aussi naïfs que ça. Et quand l'individu arrive à choisir entre la mort ou la vie, sachez qu'il y a un problème. Il y a un problème fondamental qu'il faut commencer par régler. Quand il voit la mort et il s'y engage, sachez qu'il y a un problème. Tous les jeunes qui prennent il y a nécessité de sensibiliser. Il y a nécessité de sensibiliser, de canaliser si possible. Sensibiliser, oui, mais il y a nécessité de travailler à l'épanouissement des jeunes, à l'instruction des jeunes. Aujourd'hui, je vais donner un exemple au hasard. J'ai un parent, parce que c'est de mon village, je suis allé au village il y a quelques semaines, et c'est sur Facebook que je l'ai connu, il a su que je suis du même coin que lui, m'écrivait. Et puis, il a eu le bac, je savais qu'il était en terminale, il a eu le bac. Donc j'ai fait un saut la dernière fois, je l'ai vu, j'ai dit, ah tiens, ça va, tu t'es inscrit ou dans quelle faculté, tu feras quoi après? Il a commencé par gratter la tête.
J'ai dit, mais pourquoi, c'est quoi? Elle a dit, ben, c'est vrai que c'est rapporté. Ah, qu'ils ont dit que c'est désormais 100 000 francs et que c'est dossier, ceci, cela qui ne peut pas. Il devrait plus être à ce niveau d'information, normalement. Non, c'est pourquoi je dis finalement, c'est rapporté. Et je l'ai écrit après. J'ai dit, prendre des dispositions. Même là encore, ce qui voudra dire, quand il a commencé par gratter la tête, ben, tu vas faire quoi? Il a dit, je vais trouver un job, je vais trouver. Et dans cet environnement-là, vous savez ce qui peut arriver. Mais les gens peuvent devenir dealers. Ils peuvent commencer par... Sincèrement, non, mais c'est trop facile. Ou il va penser venir à Cotonou, commencer par faire jeune, parce qu'il dit il va faire job pour 1 an pour se trouver un peu d'argent. Et ces cas-là sont légion. C'est légion dans le pays. Mais c'est encouragé. Faire un job pour se... Oui, quand il va quitter là-bas, pour venir faire Zem ici, ou bien pour venir commencer par vendre les feux, on va encore le chasser. Il va finir par faire quoi? Il y a un véritable problème. Nous devons, dans tous les pays où on ne prend pas à bras le corps le problème de la jeunesse, c'est que ce pays n'a pas d'avenir. L'avenir repose sur la formation, l'instruction, la construction des jeunes, des enfants. Et quand tout gouvernement, dans aucun pays, si vous n'investissez pas dans l'avenir, investissez dans l'avenir, c'est investir dans la jeunesse, dans les écoles. Aujourd'hui, je vois, on chasse les gens de l'école, on chasse les gens des universités, sans qu'ils n'ont d'autre alternative. Et cela, vous le dites, de ne pas aller prendre des bacs de fortune. Je n'encourage pas la chose, mais je trouve que aucune raison ne justifie ces bacs de fortune, ces pirogues. Aucune raison ne justifie. Aucune raison ne devrait justifier. Toute façon devrait dire. Aucune raison ne devrait justifier. Aucune raison ne justifie. Ne devrait justifier, serait mieux. Je continue de faire usage. Non, c'est malheureux. Vous imaginez, il faut vraiment, un jeune couple avec des bébés dans une pirogue. C'est malheureux, c'est triste. Si on en arrive là, il faut qu'on se questionne. Et c'est malheureux, on peut choisir mourir dignement chez soi que d'aller se jeter en mer. C'est là où j'accepte votre conseil de psychanalyse ou bien de ceci, cela. Mais vous savez, quand dans des pays, c'est vrai qu'on n'est pas encore à ce niveau, on n'est pas encore dans ce pays-là, mais quand il y a des problèmes de l'emploi, quand les jeunes sont sociaux, même déjà dans les écoles, il faut leur trouver des psychologues, des trucs là, pour les manager le temps. Maintenant, vous et moi, nous n'y avons pas goûté. Nous n'avons pas goûté à la vie des sans-papiers en France et ailleurs. Mais nous avons quand même des amis. Dieu, nous avons eu des parents, nous avons eu des amis qui y ont goûté. Et c'est ici le lieu de leur rappeler un peu la misère. Ça ne doit se faire. De leur rappeler un peu la misère. C'est pas possible. La misère que vivent ces nombreux, pas seulement béninois, ces nombreux Africains. Je préfère mourir dignement chez moi, avoir si un peu honneur, il y a ou il n'y a pas honneur, que d'être enterré par mes parents ou mes amis, que d'être déchiqueté dans la mer. C'est atroce. Oui. Et je ne voudrais pas que quelques raisons nous amènent à choisir cette voie-là. Pas du tout. Restons ici. Construisons notre pays ici. On a la capacité de... Mais ce qui se décide... On a bien la capacité. Que Dieu nous en donne, la condition. Que Dieu nous en donne tous. Quand Dieu nous en donne tous, que ce soit dirigeant, que ce soit citoyen, que Dieu nous en donne tous la capacité. Pas aujourd'hui, les deux verbes ne se conjuguent pas. Oui, rappelons, revenons un peu, je le disais tantôt, sur la misère que vivent ces Africains. Oui, l'humiliation qu'ils vivent dans ces pays. Bon, voilà qu'ils sont... Parce que même sans y être, on en suit quelque peu sur les chaînes internationales, les médias internationaux, on en suit quelque peu. Normalement, bon, ces images, ces reportages doivent faire prendre encore plus de conscience à ceux qui choisissent, comme M. Gassoul a dit, affronter la mort. Avec les baleines. Vous faites bien le bel usage, affronter la mort. Affronter la mort avec des bacs de fortune ou bien dans des pays inconnus, dans des lieux où eux-mêmes ne maîtrisent absolument rien et ils sont aux ordres et à l'esclavage. C'est du suicide volontaire. Je connais 2 cas. Il y a... C'est des amis, on échange très bien. Et puis, comme ça, ils me disent ils ont des papiers, ils veulent voyager. Je dis, papiers depuis quand? Oui, avec les passeurs et autres. De toutes les façons, ils m'ont montré des papiers avec visa, tout et tout. Je vous jure, 3 semaines après, puisque une est partie en Arabie Saoudite, l'autre à Libye. L'Arabie Saoudite
arrivé à l'aéroport, mais on l'a arrêté. Et ce sont les destinations. Mais on l'a arrêté. Et ils ont passé 3 semaines en prison là. Mais, quand on m'a rapporté ça, mais je lui ai pourtant interdit d'aller, puisque c'est des papiers, des documents. Il ne suffit plus d'interdit maintenant, il faut sensibiliser. Maintenant, heureusement que on peut rejoindre le terre natal. Mais en Libye, là, celui qui est parti là-bas, il a chômé. Il a vécu l'esclavage, là, atrocement. Atrocement. Il a subi des humiliations, vous voulez dire. Et bon, quand on a des gens qui pourtant voient la réalité, ce ne sont pas des gens qui, on va dire, on les a sortis d'un coin reculé. Ils peuvent s'en sortir. C'est des gens qui se battent très bien ici. Mais qui pourtant font le choix. C'est qu'on a tellement, comme on voit l'autre... dans la carrosse. Voilà, on veut aussi rester sous l'ombre de l'arbre. Mais c'est difficile d'être sous l'ombre de l'arbre si on n'a pas planté un bon arbre. Il y a aussi le mensonge de ces quelques amis que nous avons qui viennent en vacances au pays, qui vivent tout le calvaire là-bas, mais quand une fois au pays, avec quelques coupures d'euros en poche, eh bien, ils vous font vivre ici, ils vous font constater la belle vie. C'est pas un mensonge. Au fait, c'est des gens qui rentrent dans des réseaux. C'est des gens qui rentrent dans des réseaux de passeurs. Et ils viennent faire leur marketing. Vous les suivez, ils vont gagner sur vous. Ils sont devenus des... Ils ont une sorte de pourcentage qui gagne. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est que nous devons travailler à faire désirer notre terre à ses fils. C'est le véritable problème qui se pose, à faire désirer notre terre à ses fils. Et cela passe fondamentalement par l'instruction. Cela passe par le mieux-être. Il faut mettre les gens dans les bonnes conditions. Et je ne dis pas qu'ils doivent croiser les bras et on va les mettre dans les bonnes conditions. Mais non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais quand, vous savez, les thèmes Biglochemé ou tout ça là sont sortis d'où? Et je ne crimine pas le gouvernement actuel ni le gouvernement précédent. Mais, sur des générations, on n'a pas pensé aux problèmes de notre société. On n'a pas pensé, aujourd'hui, comment réfléchissent les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas une lecture prospective. Il n'y a pas une lecture prospective. Si on fait 10 enfants aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, ces 10 enfants, ou dans 25 ans, vont se diminuer, on aura 20. Ce qui voudra dire, on a besoin de tel nombre de classes. On a besoin, et on fait des projections, on fait des statistiques, des données, mais nous évoluons dans le pays et les problèmes sont là. Et c'est à Macron de nous rappeler qu'il faut limiter les naissances. On commence par crier. Donc, il y a encore que... Encore que ça n'est pas son rôle. Bon, vous n'êtes pas toujours la solution. Mais il nous faut réellement... Il faut penser ceux-là qui travaillaient bien ici, ils veulent aller en Arabie Saoudite ou en Libye. Mais il faut aussi des projections. Ils sont là aujourd'hui, d'accord, ils mangent, ils se débrouillent, ils s'échinent. Mais quand ils font tout le calcul, ils se projettent dans 10, dans 15, dans 20 ans. Il n'y a pas espoir. Et là, c'est le drame. Quand il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, vous travaillez d'accord, mais quand vous faites des projections, quand vous voyez comment les autres s'en sortent, comment vous en sortez, à moins que vous ne livrez votre sort au hasard. Si le hasard fait que demain, quelque chose change, d'accord. Mais pour ceux qui ne veulent pas se laisser au hasard, choisir la fatalité ou le défaitisme, qui veulent, ce sont ceux-là qui osent. Mais malheureusement, quelle est cette voie pour oser? C'est une voie dangereuse à déconseiller. Vous faites bien de le dire, mais est-ce qu'un être vivant doit, comme vous le dites, doit manquer d'espoir? Ah, il en arrive. Plus est. Il ne faut pas. Mais il en a, oui, il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais il en arrive. Et il en arrive en ce sens que quand vous êtes conscient, on dit chez nous, je vais revenir en français, a dit le malade mental a mis une pierre au feu, dans une marmite au feu. Et on dit chez nous, a dit attendre quelque chose vaut mieux que rien espérer. Mais quand vous êtes conscient que la pierre là, fini, vous êtes conscient que ça ne donnera jamais un morceau de viande, ou de pain, ou de riz, quand même. Le miracle existe aussi. Stéphane Doha, nous allons finir
ces débats consacrés au phénomène évidemment, le miracle existe. Des sans-papiers. Le miracle existe. Le phénomène des sans-papiers. En fait, je voudrais prendre deux trucs là, pour un peu compléter M. Ressou par rapport à la formation et à la projection de l'emploi. Et il faudrait aussi reconnaître ça, c'est la pertinence de la main-d'œuvre existante et qui n'est pas employable, qu'on ne peut pas employer. Poser le problème de l'inadéquation des formations aux besoins. Voilà. Il faut remonter au curriculaire. Voilà, aux formations. Franchement, puisque tout le monde veut parler français, bon, tout le monde veut porter le costume, et puis tout le monde veut s'asseoir dans les et il n'y a que ça. C'est que quand tu prends le circuit formel de formation, il n'y a que ça. On aboutit, on sort et on devient des conférenciers, des débatteurs. Oui, moi, moi, mon père me disait à l'époque. Merci Stéphane. Il y avait, j'étais encore primaire, et pour m'encourager, il disait le bus de l'UNB là. C'était l'UNB à l'époque. Oui. Et il a dit, faut voir Diane, c'est une fille, mais pourtant elle monte déjà dans le bus de l'UNB, et donc monter dans le bus de l'UNB à l'époque. Ouais, comment on nous a formaté? Monter dans le bus. Aujourd'hui, quand même demander à un jeune s'il veut monter dans le bus de. Moi je le voulais en son temps, je le voulais sérieusement. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, avec la sardine. Non, en son temps, j'ai dit. D'accord, en son temps, d'accord. Oui, ça motivait. Mais ça ne devait pas être une fiancée. C'était plutôt qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu iras faire. Mais c'était monter dans le bus, c'était un prestige. Ah ben oui. Tout le monde dit monter. Alors aujourd'hui, ne nous étonnons pas qu'on veut être en cravate, en costume. C'était pas permis à tout le monde. C'était pas permis à tous les jeunes. Même aujourd'hui, c'était pas permis à tout le monde. Le plus, c'est de faire l'orientation de la formation. Franchement, de revenir et de s'occuper de nos terres, de ce que nous avons à donner au monde. Franchement, d'orienter les formations à ce niveau-là, que ceux qui veulent être il faudrait préciser aussi que ceux-là s'orientent véritablement et sachent que, bon, aussi au bout du rouleau, ils n'ont rien là, que ce n'est pas la faute à l'organisation. Merci. Et précisons aussi que ailleurs n'est pas l'asile, n'est pas toujours l'asile des merveilles. Ailleurs n'est pas le paradis et qu'il faille rester au pays, même s'il le faut quelques années, subir la galère comme tout un chacun de nous, nous en avons traversé. Je vous apprends rien. En tout cas, est-ce qu'on n'en traverse pas encore? ça, je ne sais pas. En tout cas. Merci à toutes et à tous. Merci à vous Stéphane Toha, merci Narcisse Ressou.